On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Paris, de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher, mais en choisissant un programme télé tous les dimanches soirs sur Canal Algérie, nous avons rendez-vous avec vous pour vous offrir sur un seul et même plateau toute l'actualité culturelle. Bon, nous n'aurons pas bien sûr la prétention d'inviter tous les auteurs à cette manifestation internationale qui est bien sûr le Salon international du livre qui est à sa 28e édition et qui a choisi pour thématique cette année le livre Carrefour des cultures. Eh bien, des livres, cet objet de désir et de plaisir, nous réunit encore une fois 1 heure de temps pour décrypter, pénétrer en particulier les univers de nos auteurs. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir pour cette autre aventure de ce vol de nuit, bien sûr, le plaisir d'avoir sur notre plateau Najib Laraba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes pilote d'avion et d'hélicoptère, vous êtes scénariste. On vous doit d'abord plusieurs ouvrages, une dizaine d'ouvrages. La moisson a été quand même assez importante pendant ces 2 dernières années. La trilogie, c'est ce qui nous a le plus intéressé, du moins pour cette autre aventure de Culture Club. L'oiseau jaune, Tayara Safara, sauver le capitaine Michou, mais cette fois-ci, ce que la guerre a fait de nous. Encore une fois, c'est le regard de ce petit enfant de la guerre, une enfance confisquée. Qu'est-ce qu'il reste réellement aujourd'hui de ces souffrances pour construire l'avenir, aborder l'avenir sereinement? Eh bien, nous allons en parler avec vous à travers cette trilogie présente au Salon international du livre. Je ne vous cache pas que j'aurai du mal à présenter notre deuxième invité, qu'on a eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises. Il nous a quittés il y a presque 1 an aujourd'hui. Auteur, chroniqueur, journaliste, témoin de son temps. On a eu du plaisir à le recevoir à travers une quinzaine d'ouvrages. Alger, la mystique, Sauvons le salle de cinéma, mais également les jeux de notre enfance. Pour évoquer sa mémoire, mais en particulier à travers un ouvrage qui nous offre ce soir à travers ce Salon international du livre, c'est bien sûr, il est question de Nordin Lohal à travers son dernier ouvrage, La Kasbah d'Alger, ma bataille, un agenda d'une Médina et de Zniqat délaissée. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sa fille, Amina Lohal. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'accepter notre invitation. Encore une fois, un dernier tour d'horizon concernant tous ces univers, en particulier cet amoureux transi d'Alger, parce que Alger, surtout la vision de la Kasbah, l'a toujours fait souffrir. Et du coup, là, à travers ce dernier ouvrage, c'est un dernier regard, ou j'allais pratiquement dire un dernier cri d'amour et de détresse, parce que je parlais d'amoureux transi. Eh bien, nous en parlerons ce soir et nous feuilleterons son dernier ouvrage, La Kasbah d'Alger, ma bataille. Eh bien, nous parlerons également de poésie ce soir, des livres et encore, des livres en partage. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Rachid Rezaïe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes également témoin de votre temps. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir pour votre dernier ouvrage, Dire pour commencer et finir. Peut-on réellement finir avec la poésie? Eh bien, vous allez répondre à cette question et à bien d'autres tout le long de l'émission de ce soir. Et la poésie, encore une fois, nous habite sur ces chemins de la mémoire à travers notre 4e et dernier invité pour cette autre aventure de Culture Club, Aziz Tibenguet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Dois-je rappeler que vous êtes médecin, enseignant universitaire et qu'est-ce qui vous a réellement conduit sur les chemins de la poésie? Vous allez nous dire beaucoup de choses à propos d'abord de votre ouvrage sur les chemins de la mémoire, mais également sur les chemins de mes amours, bien sûr Algérie mon amour et Philistine pour toujours. Merci encore une fois, des livres et vous, il en est question ce soir dans Culture Club pour ce 3e numéro de la saison audiovisuelle 2025-2026. Rebonsoir Najib Laraba. Rebonsoir. Merci donc, je le disais au sommaire de l'émission, L'oiseau jaune, Tayara Safra, Sauver le capitaine Michou. Et aujourd'hui, un ouvrage sur lequel nous nous attarderons ce soir, Ce que la guerre a fait de nous, votre dernier roman, édité donc à compte d'auteur. Très franchement, pour entrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a fait remonter les chemins de la mémoire et de l'histoire? C'était toujours accidentellement. Comme je vous ai dit dernièrement sur l'histoire de... Moi, je n'étais pas romancier, mais bon, je suis scénariste, réalisateur. Lors d'une grande fête où on rendait hommage à les chevaliers du ciel de la voile tournante du côté de la Lausanne.
Et d'un coup, bon, il y avait quelqu'un qui a vécu, un ancien militaire qui a vécu la guerre d'Algérie. Pourtant, il avait des amis. Hein. Qalhom, il était un peu bourré. Hein. Qalhom, pendant la guerre d'Algérie, j'avais besoin de me soulager. Je me suis mis derrière un rocher. Et soudain, il y a un bougnoul qui est sorti avec son fusil de chasse. C'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque. Ouais. Déjà, j'ai tiqué, et après, je me suis retenu, et après, non, heureusement que mon ami Pux, qui était à côté de lui, c'est un homme très posé, qui est devenu un très très bon ami à moi après d'être instructeur. Heureusement que Pux était là, il a tué le bougnoul. Moi, le bougnoul, ça m'a bouleversé. Tu vois, chaque fois que je raconte cette histoire, je reviens à cette mésaventure. Pourquoi ? Parce que d'un côté, je vais te dire personnellement, ça a ressuscité en moi un peu la flamme du petit jeune Najib qui a vécu un peu ce drame-là et il voulait s'excuser. Et tout le monde était étonné. On avait des Américains, des Italiens qui sont venus présenter un peu leur prototype d'hélicoptère, tu vois, et rendre hommage à ces gens-là parce que c'était des pilotes, testeurs, pilotes instructeurs. Hein. Et il voulait me consoler en me disant, Najib, excuse-moi. Je dis, écoute, s'il te plaît, reste à ta place, tu vois. Ne touche pas et ne me demande pas pardon. Et à un moment donné, quand il a insisté, je dis, écoute, René, tu t'assois et tu m'écoutes maintenant. Et là, d'un coup, je me suis rappelé. Je lui dis, René, je vais te raconter ce que tu as fait, toi, en tant que militaire, en Algérie, à ma famille algérienne. Et ainsi a commencé l'histoire. L'histoire, quand je l'ai racontée, ils étaient étonnés. Cette trilogie en particulier. Hein. Vous avez commencé par la trilogie. C'est pour exorciser cette douleur de l'enfant témoin de la guerre. L'oiseau jaune après lecture, déjà, ça a commencé en France. Hein. Les gens, quand ils l'ont lu, ils m'ont dit, mais Najib, tu nous laisses en suspense. Tout à fait. Le capitaine Michou, il est parti à... C'est la raison pour laquelle vous étiez à plusieurs reprises de passage, parce qu'il fallait raconter la suite. Hein. Oui, mais peut-on réellement finir avec la mémoire et l'histoire du petit enfant que vous étiez ? Non, tant que je suis vivant, je ne peux pas. Parce que moi, je raconte un peu ce que les Algériens, je ne vais pas dire Najib tu vois. Mais Najib habite toutes ces pages. Il a vécu ces pages. Même si le jeu est l'autre, hein, c'est de vous que vous parlez. De moi, de mon cousin, de mes cousins, de tous mes frères algériens. Encore une fois du témoignage. Des témoignages que j'écoute pendant la guerre. J'écoute beaucoup les gens qui me racontent leurs anecdotes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le gars qui arrive, il me dit, celle qui a chanté Tiyar Asfar, elle était chez nous en train de, comment on appelle ça, chez nous. Mais tu vois, ça part déjà d'un film, l'histoire d'un... Mais toute votre écriture, on avait parlé en début d'émission, bien sûr, de cette trilogie, on va revenir à cette dernière note, et si le silence pouvait sauver une vie, mais réellement, c'est très scénarisé, hein. C'est écrit comme un scénario, Najib Larabas, que je me trompe. Hein. Oui, moi je vous ai dit au début, je ne suis pas romancier. Moi, j'ai fait de la sémiologie de l'image, je fais parler les objets, je fais parler des cadres, je fais parler l'abstrait, je le fais parler. Même si parfois on se pose la question, mais où est réellement la réalité et la fiction dans vos ouvrages en particulier? Et permettez-moi de revenir à la trilogie, Najib Larabas. La trilogie, le premier, comme je vous ai dit, était Arasfara, c'est un peu l'épice. L'épice de Tiyara, l'histoire de Tiyara Sora. La naissance de l'histoire. Il y a une charge émotionnelle également dans votre témoignage et dans cet ouvrage. Il faut également le rappeler pour ceux et celles qui n'ont pas fait de tour encore au Salon international du livre, qui a refermé ses portes pas plus tard qu'hier, donc le samedi. Eh bien, c'est un hommage à ces architectes de la liberté. Moi, je les appelle les architectes de la liberté, en particulier à ces premier pilote pendant la guerre de libération nationale. Oui, ça c'est un petit passage au niveau du deuxième, sauver le capitaine Michou. Je rends hommage à tous les Français qui ont quitté qui ont refusé d'assassiner, de tuer et d'égorger. Voilà. Ouais. Ouais, il y a un témoignage, il a dit, moi je ne tue pas. Là, c'est le premier chapitre. Le deuxième, c'est les femmes de l'ombre, que j'appelle ça. Troisième chapitre, c'est les viols collectifs. Parce qu'il y a eu quand même des atrocités qui ont été commises. J'ai connu une femme, elle est en France, du côté de Saint-Ouen, et elle me racontait que elle était jeune, devant sa mère et devant son père.
Et après, le troisième volet, c'est les amputés. Ouais. Non, plutôt le quatrième, c'est les amputés de Linchal et Maurice. Une façon à vous, à travers cette trilogie-là, de lutter contre l'oubli, vos oublis d'abord. J'aime pas tellement trop parler parce que c'est par respect à la culture algérienne et à la télévision algérienne, que je suis un enfant de la télé quand même, que je suis venu un peu témoigner avec des émotions parce que le dernier, ce que la guerre a fait de nous, c'est pluriel. Bien sûr. Pas de moi, mais de nous. Je rends hommage au premier pilote algérien d'avant l'indépendance. Tu vois, la vision de nos comment on appelle ça, les architectes de la guerre d'Algérie, ils avaient une vision lointaine. Hein? Et ces gens-là, ils étaient à l'oubli. Il y a un moment donné, je voyais que des gens, c'est comme, comment on appelle ça, il faut que je trouve le mot. Mais vous approchez l'histoire d'une autre façon, vous l'abordez d'un autre prisme. Hein. C'était un peu personnel, on parlait que des gens connus. C'est hommage aux inconnus. Non, justement, c'est cet ouvrage, je rends hommage à ces inconnus-là. Ouais. Et actuellement, ils sont vivants. Le premier jour, j'ai reçu déjà Tarabelsi, Ammar. Il m'a raconté sa petite histoire, comment, à Tébessa, 100 jours, parce qu'il était un enfant très brillant, et l'école leur a payé un baptême de l'air. En arrivant avec ses amis à l'aéroclub de Tébessa, il a été rejeté comme un chien par le pilote instructeur. Il lui a dit, toi tu es un arabe, tu n'as pas le droit de monter dans. Mais regarde, le fait c'est que le hasard, où ça l'a emmené. J'avais Hamoudi Omar qui passait hier me voir. Je lui dis, mais écoute, je ne partage pas sa mémoire seul. J'étais l'emmener au stand du Djeish, je l'ai emmené au stade de la douane algérienne, je l'ai emmené au stand de la police, je l'ai emmené un peu partout. Et je le présentais, mais ils l'ont reçu avec un... Et à travers cet ouvrage, il faut également, parce que nous avons beaucoup d'invités, beaucoup d'ouvrages à vous offrir ce soir sur le plateau de Culture Club, ce que la guerre a fait de nous, votre dernier ouvrage à travers bien sûr cette trilogie. Nous sommes réellement dans ce qu'on appelle les voyages immobiles. Avec vous, mais à travers également votre personnage, nous allons en Égypte, nous allons en Syrie, nous allons également en Irak, mais il est surtout question, pour finir cette trilogie-là, question d'amour de ce pilote, mais à travers ce personnage qui est Faten. Je ne sais pas pour quelle raison, cela me renvoie, parce que ça se passe en Égypte, je le rappelle encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais ça me renvoie vers une figure mythique du cinéma égyptien, arabe égyptien, c'est Faten Hamama. C'est un peu le cinéma, justement, j'ai pris son nom. Pourquoi? Parce que ça venait pour rendre hommage à ces femmes-là, à ces femmes étrangères. D'une beauté renversante. Ouais, qu'ils ont épousé nos enfants. Hein, non, plutôt mes frères, parce que j'ai le même âge qu'eux. Ils ont épousé ces gens-là, ils ont quitté leur patrie, ils se sont mariés plutôt avec notre cause. Ils ont engendré des enfants que maintenant, même, j'ai entendu avant-hier, qu'il y en a presque 2 qu'ils ont eu, ils ont été promus, plutôt nommés général. Mais c'est un grand, grand plaisir. C'est pour ça que je rends hommage à toutes les femmes. Faten, pour moi, c'est toutes ces femmes étrangères. Je ne me suis pas trompé alors en abordant et en parlant bien sûr de cette figure du cinéma arabe égyptien, Faten Hamama. Et je vous disais qu'on était réellement, on suivait votre personnage jusqu'à ce détour d'une ruelle. Son regard croisa celui d'une jeune femme aux cheveux sombres. Son sourire timide éveilla en lui un trouble inattendu. Fasciné, il a suivi des yeux, incapable de détourner le regard de cette silhouette fluide, passagère, qui imprimait en lui sa marque. Autour de lui, le monde s'effaça. Elle avançait avec une grâce féline, drapée dans une robe fluide qui absorbait la lumière. Et à un moment donné, elle lui prédit, on va un peu plus loin, parce qu'on ne peut pas tout raconter ce soir, Najib Laraba, elle lui prédit des voyages lointains, des tempêtes intérieures, des blessures invisibles et des rencontres décisives. Elle évoqua des tempêtes, des blessures invisibles, un amour impossible tapi dans l'ombre. Ces mots, tantôt doux, tantôt tranchants, semblèrent sonder son âme, puis elle s'interrompit, planta de nouveau son regard dans le sien. Méfie-toi des mirages, ce que tu cherches pourrait bien t'égarer, voyageur. Ça, c'est une histoire personnelle.
Le contraire nous aurait étonné. Ouais, j'ai vécu, moi j'insulte pas les gens parce que c'est pas de ma culture. Quand je suis tombé sur, c'était à Blida. Blida, je suis tombé, j'étais étudiant, jeune étudiant, et je suis tombé sur une femme sublime, les liseuses. De bonne aventure. Bonne aventure, et elle m'a raconté des... J'étais mignon, beau, j'avais une kikénette à déco, bien habillée et tout, et elle m'a abordé, mais moi je ne voyais pas la femme, je voyais des yeux, je voyais sa physionomie, elle était pas belle, elle portait des... fleuries, mais pour moi je voyais... La beauté personnifiée. Mais dans cet ouvrage-là, vous parlez entre autres, il faut également le rappeler à nos téléspectateurs, dans ce que la guerre a fait de nous, vous parlez de révolte, vous parlez d'amour, vous parlez d'exil, et vous parlez également d'humiliation. Parce que le père de Faten, j'allais dire Hamama non, mais de Faten a refusé cette alliance entre le jeune homme que vous étiez et cette belle égyptienne. Oui, ça, il y avait, c'était une histoire que j'ai vécue en étant étudiant quand je suis revenu de la Belgique. Plutôt un voyage, j'étais au Havre, parce qu'au Havre, il y avait beaucoup de chaouis et tout, et je suis tombé amoureux plutôt d'une femme. Et son père, il n'a jamais accepté. On ne pouvait pas refermer cette trilogie sans parler d'amour, Nedjib Laraba. Ah oui. Mission impossible. Il m'a agressé verbalement, même on est arrivé même aux mains, et après j'ai quitté le Havre, je suis parti à Paris. Mais dans l'ouvrage, on peut parler en arabe, je suis là. Bien sûr, allez-y. Il y a la danse de l'aigle que tu as. Oui, c'est vrai, tout à fait. La danse de l'aigle où... À un moment donné, quand le pilote, je rends hommage à un de mes instructeurs qui s'appelle Michel Anglade, qui est décédé l'année passée lors d'un crash d'hélicoptère, j'étais assis à côté de mon frère et je pleurais. Quand on m'a appelé, je pleurais. Je viens de perdre un de mes instructeurs. Michel Anglade, comment tu... Gauri, c'est pas un humain. Et je voulais lui rendre hommage. La danse de l'aigle. Quand il décolle, son bourrin, le bourrin c'est le T6, il était chargé de bidons de napalm pour attaquer, comme on appelle ça, suite à... Bon, il y a beaucoup d'historiens qui connaissent cette histoire. Comment il s'appelle, le général, je ne me rappelle plus, il est décédé lors d'un crash d'hélicoptère. L'aigle, la mémoire terrestre. Il voulait le venger. Il voulait que la bataille de Souqharas, il voulait tout détruire. Et à un moment donné, j'ai commis beaucoup de crimes. Mais ce jour-là, par il parlait jamais de napalm, il disait qu'on jetait des bidons. Des bidons. Jamais de... Ils n'avaient pas le droit. Tout à fait. Conventionnellement, ils avaient Exactement. pas. Mais je ne pouvais pas. J'en ai tellement tué. J'ai lancé des bombes, il le dit, hein. Mais le napalm, la première fois de sa vie, je ne pouvais pas. En traversant l'Espagne, du côté de la Sierra, on a croisé un aigle, l'aigle royal. Et c'est là qu'il m'a raconté cette histoire. Moi, je l'ai jumelé avec l'aigle, que pendant comment on appelle ça, son voyage pour aller larguer les bidons, je l'ai fait croiser cet aigle qui m'a raconté après qu'on a rencontré en Espagne, qu'on a croisé plutôt en Espagne. Il m'a dit, comment tu vois des aigles royaux, comment les survoler? Soit tu les survoles par le haut ou par le bas. Tout à fait. Par le bas. Parce qu'il est royal, il se sent toujours. Mais si tu le croises par le haut, c'est comme tu l'agresses. Et moi, à un moment donné, l'aigle prend également de l'attitude. L'attitude, oui. Pour justement... Et je prends cette image, c'est comme l'aigle. Il s'approche de lui, il lui parle.
savez, on pourrait vous entendre pendant des heures, Najib Laraba. Ce que la guerre a fait de nous, cette trilogie, je vous la conseille vivement. On a eu un coup de cœur que nous voulions partager avec vous ce soir sur le plateau de Culture Club. Et tous ces ouvrages, bien sûr, étaient présents au Salon international du livre qui doit, je vous le rappeler, a choisi comme thématique cette année le livre Carrefour des cultures. Un autre livre pour lequel le grand curieux que je suis a également eu un coup de cœur, celui du regretté Nordin Lohal, La Casbah d'Alger, ma bataille. Il en a mené des batailles qu'il repose en paix, agenda d'une Médina et de Zniqat délaissé. Je le rappelle, c'est paru aux éditions Hibr. Bonsoir. Amina Lohal. Bonsoir Karel. Merci d'avoir fait ce vol de nuit entre Paris et Alger. Merci et pour ce soir, l'invitation. c'est moi qui vous remercie pour rendre hommage. J'ai comme l'impression que c'est une longue, d'abord, lettre à l'absent. Quand on lit les premières pages de l'ouvrage de votre père, La Casbah d'Alger, ma bataille, c'est le témoignage des enfants des deux filles, bien sûr, Yasmine et vous, qui parlez à votre père. Et puis juste après, on voyage dans le temps, dans l'espace, dans cette Casbah plusieurs fois centenaire. Mais comment aujourd'hui, en 2025, aborde-t-on les ouvrages de Nordin Lohal? Est-ce celui de l'amoureux transi, on en parlait en début d'émission, celui du journaliste, celui du témoin ou celui du chroniqueur? Ou tout ça à la fois? Un journaliste écrivain, un chroniqueur, un défenseur du patrimoine. Jaloux de sa ville, Alger. Jaloux de sa ville, amoureux de la Casbah d'Alger. À travers tous ses ouvrages, notamment Chronique algéroise à la Casbah, Alger la Blanche et Alger la Mystique, il a toujours défendu cette belle Casbah pour sa réhabilitation. Ce dernier ouvrage, c'est une continuité des ouvrages précédents. Il y a une suite, justement. Le fil n'a jamais été rompu. Le fil n'a jamais été rompu. Mais ce dernier ouvrage qu'il a tenu offrir à ses lectrices et ses lecteurs, et aussi à la culture algérienne. Un cadeau à titre posthume. Avant de nous quitter, justement. Celui-là, c'est vraiment un appel SOS. C'est son dernier cri venant du cœur. D'amour et de désespoir en même temps. D'amour et de désespoir. Il a été annoncé samedi 1er novembre au SILA. Coïncidence, cette date, il a toujours combattu pour sauvegarder justement la citadelle. D'ailleurs, il dit à travers son ouvrage que ne pas restaurer cette citadelle, c'est d'accepter d'oublier les héros de la bataille d'Alger et d'oublier aussi toutes ces petites gens qui ont fait à ce que cette révolution soit un exemple au Pentagone. Et à la fin, il crie son appel SOS en disant: aujourd'hui, il faut arrêter les tables rondes, il faut arrêter les rencontres nostalgiques qui mènent à rien, il faut arrêter... aller au-delà des textes, au-delà des lois. Aller au-delà des textes, des décrets, et vraiment établir un plan Marshall, parce que notre belle Casbah est en train de tomber en ruine, nos mosquées, et à chaque fois qu'une pierre tombe, c'est un pan de notre histoire qui disparaît malheureusement. C'est les voix du petit Omar, c'est les actions de nos moudjahidines, et les petits gens qu'on n'oublie pas. Et vous lui parlez à votre père, plus présent que jamais dans cet ouvrage, La Casbah d'Alger, ma bataille. Vous dites: hommage à toi, papa, nul ne guérit de son enfance. Aimais-tu nous répéter? C'est ainsi qu'Amina et moi avons vécu notre tendre enfance avec toi, papa. Tout comme tu t'accrochais au haïk de Manek Thomas, la grand-mère, alors que tu étais à peine plus haut que 3 pommes, nous, petites, à notre tour, tu nous tenais par la main pour nous faire découvrir le vieil Alger qui n'avait aucun secret pour toi, tant tu détenais les clés d'Al-Mahrousa. À notre hauteur, tu désignais de ton index les venelles, les cinémas, les lieux et leur histoire. C'était une invitation à regarder, écouter, apprendre, un geste doux pour transmettre tout ton savoir à tes petites filles. Aujourd'hui, ta Koufa, c'est nous qui la porterons. Maman, Amina et moi, elle contient ton dernier bébé, comme tu aimais appeler tes livres, que nous présentons à tes lectrices et lecteurs, heureux de recevoir ce dernier cadeau que tu leur laisses. Ton ultime ouvrage s'inscrira dans la postérité et viendra compléter la longue série de tes œuvres, reflet de ton amour pour Alger. Voilà, vous avez tout lu. C'est beau. Ça a été une année un peu difficile, remplie en charges émotionnelles. Avant de nous quitter, il nous a fait promettre d'éditer ce livre.
Il nous avait orienté vers les éditions Al-Hibr, monsieur Mohamed Smaïl, parce que de son vivant, il lui promettait de lui donner un livre pour être édité, mais il n'a pas eu le temps. Donc on a été vers ce monsieur pour l'édition du livre, que nous remercions tous, qui sans lui, le livre n'aurait jamais pu être, n'aurait jamais vu le jour. Il a été corrigé aussi par ma sœur Yasmine, que je salue, un travail de longue haleine. Et la maquette a été conçue par son vieil ami Mohamed Bedroun, avec qui il a partagé les bancs de l'école primaire. C'est quelqu'un en qui il avait entièrement confiance. Et à la page 145, et aussi, il vous a cité, Karim, parce que il venait souvent ici pour présenter ses ouvrages. Il a oublié personne de ses amis. Il a cité Monsieur Rachid Rezagui, Salim Agar, tous ceux qui ont traversé sa vie, tout le monde, tous ceux qui ont porté ses ouvrages. Exactement, et toutes les personnes avec qui il a partagé son amour pour la Casbah. Et à la page 145, lorsqu'il parlait de la journée de la Casbah, à un moment donné, il a parlé également du requiem pour une Médina qui s'effrite. Il disait en ces termes-là, on l'écouterait presque ce soir sur le plateau de Culture Club. Délivrez-vous, il en est question ce soir. Donc, loin de nous l'idée de jouer les rabat-joie, mais croisons le tout de go. L'acte de rebâtir n'est pas pour demain et cela exacerbe les Qsbadji. D'ailleurs, la journée nationale de la Casbah se folklorise au lieu d'une reconstruction à l'identique. La Casbah, ce n'est pas que le haïk, et les allons au-delà du folklore gastronomiques, parce que si ça continue, le haïk n'aura plus de maison. Tout simplement. Moi-même, j'ai eu la chance de connaître Mani Keltouma, j'ai eu la chance d'habiter sa maison aussi. Il lui a rendu hommage dans son premier ouvrage. Il lui a rendu hommage dans son premier ouvrage. J'ai connu, la Casbah d'Alger. Moi aussi, la Casbah, il m'a fait connaître, il nous a fait connaître, à Yasmine et à moi, la Casbah, l'amour pour cette citadelle. Pourquoi les autres pays veillent à restaurer leurs vieilles villes, comme en Espagne, au Portugal, en Italie, en Tunisie? Pourquoi Alger risque de perdre ce patrimoine-là pour les générations? Il disait sauver la Casbah, c'est sauver l'âme de la vieille vie d'Alger. Oui, exactement. Et la Casbah, ce n'est pas que les belles façades, ce n'est pas que Dar Khdaoud Djelamia, ce n'est pas que Qasr Dey, ce n'est pas que la belle façade. D'ailleurs, la photo de couverture, il a prise depuis les sanitaires de Dar Khdaoud Djelamia. Dar Khdaoud Djelamia, c'est un palais d'une beauté architecturale époustouflante. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. Mais c'est une couverture vraiment et là, du coup, il rend également hommage, c'est ce que disait Najib Laraba en début d'émission, il rend hommage à ceux qui n'ont pas de voix, à ceux qui n'ont absolument aucun semblant de visibilité. Il parle aux Algérois, lambda. Tout à fait. Tout à fait. Aux habitants de la Casbah qui souffrent en ce moment aussi. Ouais. J'ai envie de joindre un peu Madame dans son témoignage. Tu vois, la Casbah, les gens de Tewana, ils ne sont pas... Tu sais, quand je suis tellement ému, je ne trouve pas les mots, parce que là, je m'arrête, je suis freiné et tout. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas restaurer la Casbah. Pourquoi? C'est dans la tête. Non mais attendez, c'est une équation à plusieurs inconnus. Il y a les propriétaires, il y a les héritiers, il y a énormément de... Ah oui, exactement. On rénove la Casbah, ça devient un prestige historique. Des visiteurs, de la publicité, ce qui veut dire les casbistes qui vont profiter. Et nous, non. Tu vois, déjà cet esprit-là. Il y a l'autre esprit que les gens aussi, les habitants de cette merveille, c'est une ville dans la ville. Une ville dans la ville. Ils n'ont jamais s'occupé, tu vois, de leur propre bien. Moi, je vois actuellement, on s'occupe de l'intérieur, mais jamais de l'extérieur. On construit bien ce qu'il faut, toutes les commodités à l'intérieur, tu vois, mais à l'intérieur, il n'y a pas de crépi, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Rachid Rezagui. En parlant de la Casbah, en parlant de culture de la Casbah, en parlant des habitants de la Casbah, de la fondation Casbah. Cette histoire de Casbah, le Casbah, c'est une culture, c'est un patrimoine matériel, mais c'est également un patrimoine immatériel. Et dans ce patrimoine immatériel, il y a les comportements.
les gens de la Casbah, les anciens habitants de la Casbah, connaissaient ce que vous critiquez maintenant. Le nettoyage, la peinture, ils sont nés dans cet esprit de propreté, dans cet esprit de solidarité. Et de réhabilitation. Hein. Ils prenaient soin de la Casbah. Ouais. J'ai connu la Casbah dans les années 60. Bon, j'étais à peu près 10-12 ans. La Casbah n'était pas ce qu'elle est maintenant. La Casbah, c'est un patrimoine immatériel, patrimoine matériel. Elle est protégée par l'UNESCO. La Casbah. Ma mère est née à la Casbah. Ma grand-mère est née à la Casbah. J'ai connu. Mais allons au-delà du folklore. Mais la question qui se pose, et j'adhère au propos, c'est pas un problème, je dirais, d'un quartier, d'un patrimoine où l'État doit s'investir, où l'État doit programmer. Louhel a toujours dit qu'il fallait vraiment établir un plan Marshall, comme il a été lancé après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont reconstruit. Mais il vient d'où ce plan Marshall? Ce plan Marshall doit venir d'une volonté. Louhel a parlé à un moment donné, toujours dans cet ouvrage, La Casbah d'Alger, ma bataille, je vous rappelle, édité chez Hebr Éditions, s'est réellement posé la question. Est-ce que le fait que la Casbah soit classée patrimoine mondial par l'UNESCO l'a réellement servi? Pas du tout. Réellement depuis posé, 1992. début des années 90. Depuis 1992. Karim, tu m'excuses, moi je rejoins ce titre-là, La Casbah d'Alger, ma bataille. C'est tous les habitants, comme elle a dit la dame là, qu'il faut se soulever, tu vois, créer des associations, créer. Elles existent, ces associations. Elles existent. Monsieur Laraba, il y a eu 100 000 associations. Ce n'est pas l'affaire de l'association, encore une fois. Ou de la société civile. Ce n'est pas l'affaire des habitants. C'est l'association et les habitants. C'est l'association et les habitants qui vont, tu vois, soulever ce problème-là. Mais est-ce que c'est une volonté qui doit être émanée est-ce que la société civile est réellement aujourd'hui bien organisée pour la sauvegarde? Là, c'est un autre. Ah, très bien. Ben justement, un débat que nous provoquerons certainement parce que l'année est encore longue. Je le rappelle encore une fois, première escale littéraire ce soir à travers l'ouvrage de Najib Laraba, Ce que la guerre a fait de nous. Deuxième escale, La Casbah d'Alger, ma bataille. Bonsoir. Rachid Rezaghi. Alors, vous avez bien sûr lu cet ouvrage de Nordin Louhel, le tout dernier, je vous rappelle, président du Salon international du livre. Qu'est-ce que vous avez réellement... Sincèrement, je n'ai pas encore lu parce que je suis sur plusieurs chantiers. Je n'ai pas encore lu, j'ai lu les premières pages. Parce que je suis vraiment pris, mais je devine un petit peu, Nordin, la Casbah, ça a été son combat. On parlait de l'amoureux transi. Est-ce que ce terme lui ressemble ou est-ce que cela vous dérange-t-il? C'est ce que vous me disiez pour la préparation de cette émission. Il était presque déçu, désespéré de voir parce que dans cet état. Justement, Nordin Louhel, 2R2D, c'est un enfant de la Casbah, qui porte la Casbah en lui, et la Casbah l'a toujours porté. Elle l'a porté, elle l'a fait grandir, elle lui a donné un patrimoine immatériel qu'il porte en lui, les valeurs qu'il porte en lui, et c'est normal que devant la situation, quand on voit sa mère en train de dépérir, on ne peut être que malheureux. À un moment donné, malheureux et plus que malheureux et assisté, impuissant devant ce délabrement, devant cette déchirure, j'allais dire. À un moment donné, il parlait d'actes de vandalisme également ou d'inquisition. Il est également aujourd'hui... Oui, tout ça. Oui, de squatteurs. Exactement ça. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des actes délibérés. Qui remettra les choses en ordre? C'est l'État. C'est l'État qui doit prendre en charge cette Casbah. La Casbah appartient à toute l'Algérie. La Casbah n'appartient pas uniquement aux Algérois. Il n'y a pas seulement que la Casbah d'Alger. Il n'y a pas que la Casbah d'Alger. Il y a la Casbah de Delhi, il y a la Casbah de Constantine, toutes ces Casbahs-là. Alger n'est pas l'Algérie non plus. Oui, tout à fait. La Casbah d'Alger, il se trouve que c'est la Médina la plus importante. Elle porte en elle des ponts d'histoire, la régence d'Alger, la bataille d'Alger, la révolution en germe, je dirais pas
Casbah, elle a germé en partie à la Casbah, il y a la culture de la Casbah. C'était la seule, la Médina d'Alger, ce n'est pas la ville européenne, c'est la Casbah. La Casbah a été organisée, bien organisée sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan économique. Il y a un point commun, il y a comme une forme de dialogue entre Nordine Louhel, mais également vous, c'est votre amour pour Alger. Vous revendiquez votre citadinité dans pratiquement tous vos écrits, dans tous vos témoignages. Parce que nous avons connu la Casbah quand elle était debout et qu'elle faisait face à la mer et à ses ennemis. Et nous voyons, nous assistons, et Alger aussi, nous assistons aussi, à un certain moment, à cette destruction de la Casbah. Chaque jour, il y a un mur qui tombe à la Casbah. Ça meurt en silence. Et on voudrait, Nordine ou moi-même, voudrait qu'un jour, la Casbah soit prise en charge. Parce que, c'est quoi? C'est notre mémoire. Mais au-delà de cela, on ne va pas non plus provoquer un débat autour de la Casbah. Nous avons encore toute l'année, je rappelle encore. Alors, je dirais à travers, si vous le permettez, le mois du patrimoine. Oui. Mais aujourd'hui, ça a été une halte à travers un hommage que nous voulions rendre à Nordine Louhel à travers la Casbah d'Alger, ma bataille. J'aimerais, si vous le permettez, bien avant de vous entendre, ce Rachid Rezagui, quelle image aujourd'hui vous gardez de la lecture de Nordine Louhel à travers tous ses ouvrages, Alger la mystique, Alger ses fontaines, Sauvons le sel de cinéma, acte 1, acte 2, les jeux de notre enfance. Parlez-moi donc justement de cette image, parce que vous étiez très souvent en dialogue et très proche, dans une forme d'intimité amicale et fraternelle. Je dirais deux mots pour mon ami Nordine Louhel, Rabbi Rahmou. Je ne vais pas tout lire, je vais publier ça par la suite. La disparition de Nordine est une grande perte pour le monde de la littérature, de la culture et du journalisme. La Casbah a perdu un de ses fervents défenseurs. Alger a perdu une plume qui portait haut son amour. Et nous avons perdu un ami de valeur qui avait toujours la main tendue et le sourire aux lèvres. Pour finir, je dirais que écrire, ce n'est jamais mourir, c'est se renouveler et rejaillir. Et c'est ce que nous apporte ce livre-là qui a été édité. La Casbah d'Alger, ma bataille. Pour notre ami Nordine Rabbi Rahmou. Nordine c'est un acteur qui a toujours été présent dans tous les événements culturels d'Alger. C'était vraiment l'acteur, j'allais dire, principal. Quand il était, par exemple, en tant que journaliste, c'est lui qui allait vers les artistes, vers les acteurs. Et vous avez remarqué que nous avions commencé l'émission en posant directement la question à Amina Louhel en lui disant mais qu'allons-nous garder de Nordine Louhel? L'amoureux transi, le poète, le témoin, le chroniqueur. Deux, moi je dirais deux. D'où ma question. L'ami par ses valeurs. D'abord profondément humaine. Pardon? Des valeurs profondément humaines. Oui. Par ses valeurs. D'abord. Et deux, le journaliste et l'écrivain. Infatigable. Écrivain, parce qu'écrire, ce n'est jamais mourir. Et il sera toujours parmi nous. La preuve aujourd'hui, la Casbah d'Alger, ma bataille. Il a toujours dit que j'écrirai jusqu'à mon dernier souffle. Et ça a été son cas. Et ça a été son cas. Et il a tenu à offrir son dernier ouvrage à ses lectrices et à ses lecteurs. En vente libre chez les bons libraires, au-delà bien sûr du Salon international du livre. C'est un peu le deuxième effet scoop que nous provoquons après la fermeture de la 28e édition du Salon international du livre. Nous allons bien sûr vous écouter bien avant la fin de l'émission concernant une poésie écrite pour lutter encore une fois contre l'oubli et à travers les événements du 17 octobre. Rachid Rezagui, vous restez bien sûr en notre compagnie pour donner cette fois-ci la voix à Aziz Tibengent. Bonsoir. Bonsoir. Alors sur les chemins de mes amours, une forme de suite de votre premier ouvrage pour lequel nous avions également consacré une émission, mais sur un autre plateau cette fois-ci, sur les chemins de la mémoire. Et là vous dites dès le départ, parce que chacun témoigne, aujourd'hui c'est presque, comme disait si bien Nordine Louhel, on ne guérit jamais de son enfance. Non, jamais. Et là c'est l'enfant que vous faites parler du moins en début de votre recueil. Vous dites, vous écrivez à la page 7, « Je suis né juste quelques mois après la Deuxième Guerre mondiale qui fut terrible pour les peuples, pour les populations
population pauvre et démunie, et pour ma famille, la misère, le bon et les restrictions alimentaires, la maladie, la débrouille. Elle s'est achevée par la victoire des Alliés sur l'Allemagne hitlérienne, nazie et les pays de l'Axe. La France fêtait la victoire du 8 mai 1945. En Algérie, par contre, à la même date, les familles algériennes vivaient une journée de terreur et de massacre à Sétif, Guelma, Harrata, les villes et les villages alentours. En ce jour de victoire, de fête, la France coloniale et la horde des colons réprimaient atrocement les autochtones indigènes qui réclamaient plus de droits, plus de dignité, de liberté, ce qui s'est soldé par des dizaines de milliers de morts. Et avant d'aborder le deuxième acte de votre ouvrage, parce que vous rendez également hommage au peuple palestinien massacré au quotidien, au vu et au su du monde en direct pratiquement, vous parlez surtout de cette image qui m'a réellement marqué, c'est celle de votre mère. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de résonance, ou d'écho entre cette image de cette mère qui a vu ses enfants tués, sa famille tuée, et celle de Keteb Yassine, qui parlait également de sa mère, cette folle, disait-il, qui errait dans les rues sans savoir ce qui se passait. Oui, de toute façon, moi je suis né, comme je l'ai dit, après la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, et j'ai vécu la guerre de libération, et surtout Alger, la Casbah, etc. Et ceci m'a marqué profondément. Parce que j'ai vécu sur ma chair des situations atroces, terribles pour tout le peuple algérien. Et ce qui m'a aussi bouleversé, profondément bouleversé, c'était, je sortais du collège à l'époque, et je voyais cette dame, cette femme, 35, 40 ans, un enfant dans la rue comme ça, dans une misère terrible, un bébé qui allait, et elle était un peu perdue ailleurs. Et moi, je sortais avec mon petit cartable de l'époque, ma petite blouse, et je voyais ça. C'était Baba Zoudiayoun, vous connaissez. Et donc, je suis rentré chez moi, et là, ma première chose, mon premier geste, a été de prendre mon cahier d'écolier et d'écrire le premier poème. Et pourtant, vous avez mis beaucoup de temps à vous faire éditer, ou du moins à éditer, à faire lire votre poésie, parce que vous êtes, je le rappelle à nos téléspectateurs, médecin de formation, mais également médecin universitaire. Vous avez enseigné la médecine pendant de nombreuses années. Cette situation dramatique qui m'a bouleversé, finalement a inscrit chez moi, dans mon esprit, la poésie. Parce que la poésie m'a permis un peu de me délivrer. Ouais. C'est-à-dire de sortir ce qui était dedans moi, d'accord, vers justement vers l'extérieur. Et ceci m'a permis aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de poésie, de comprendre que la poésie n'est pas uniquement la douleur. Cette douleur se transforme en beauté, se transforme en un geste. Il y a une forme de résilience. Un projet et d'horizon, comme je disais. Donc, j'ai continué à écrire. Depuis l'âge de 4, j'avais 14 ans, comme je vous disais. Mais vous l'écrivez, vous dites, ceci étant, la poésie m'a toujours habité, elle ne m'a jamais quitté depuis mon adolescence. Face à la souffrance humaine, à l'indépendance, à l'âge de 15 ans, j'ai vécu une charge émotionnelle intense. Vous en parliez un instant, à la vue de cette femme seule, meurtrie, parlant à elle-même, pleurant à la folie, ayant perdu sa famille pendant la guerre d'indépendance. Cette scène m'a terriblement bouleversé. La joie et l'ivresse de la libération contrastaient terriblement face aux souffrances humaines, séquelles des années de terreur et de sang versées pour libérer le pays. C'est pour ça que je vous parlais de cette image écrite dans les œuvres majeures de l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, à savoir Keteb Yassine. Et puis il y a cette résonance terrible entre ce qui s'est passé pendant la guerre de libération nationale et ce qui se passe aujourd'hui même en Palestine. Oui, quand on a vécu, sincèrement, quand on a vécu une situation pendant la guerre de libération nationale, avec toutes les pressions, les atrocités, je ne vais pas vous raconter tout, parce que, comme je disais, je ne vais pas développer ça pendant des heures. Mais quand on a ça porté dans sa mémoire, dans sa chair, son corps, dans son cœur, dans sa chair, et qu'on voit ce qui se passe en Palestine, on ne peut pas ne pas
comment dirais-je, se soustraire de cela. On ne peut pas ne pas, j'allais dire, se solidariser, se battre, s'exprimer, crier sa colère, crier tout. Donc, mais que peut la poésie contre ces massacres La poésie, justement, chacun va se battre avec je dirais, les armes qu'il a. Peut-être le militaire va prendre, comment dirais-je, ses armes. Et moi, en tout cas, et même je ne serai pas le seul, en tant que poète, donc ma manière de se battre, c'est effectivement d'écrire, d'informer, de partager, de conscientiser, d'accord, adhérer à ce mouvement culturel. Parce que je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas uniquement militaire. La guerre, elle est aussi culturelle et idéologique. Et donc aujourd'hui, on peut dire, regardez ce qui se passe. Regardez aujourd'hui, si par exemple l'armée d'Israël, l'armée sioniste, a pu massacrer effectivement et détruire Gaza. Mais la guerre, cette guerre militaire, mais bien la Palestine a gagné la guerre médiatique, la guerre culturelle. Parce qu'aujourd'hui, tous les peuples, même les peuples de l'Occident, même le peuple américain, les Anglais, les Français, toute cette jeunesse aujourd'hui, eh bien, elle dit niet, ça suffit, stop. Donc ça veut dire qu'il y a une conscience qui a pris son chemin dans cette jeunesse pour dire. Donc ça, c'est une victoire extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Et vous dites, hein, je suis venu vous dire, je suis algérien comme vous, comme toi, comme elle, comme lui. Je suis de cette terre, terre Algérie, terre de mes ancêtres, des villages et des montagnes, des plaines et des vallées, des khaïmas du Sahara, des ksors du désert, des palmeraies, des oasis. Je suis de cette terre, terre Algérie, terre de mes ancêtres, peuple amazir, noble, numide, chasseurs, éleveurs, cultivateurs, guerriers, intrépides et cavaliers uniques, protégeant leur territoire et leur tribu contre tout envahisseur. Avec vous, on est réellement dans une forme de redécouverte permanente de cette Algérie profonde. Alors là, je passe sur un autre registre. Ouais. Donc, le registre Algérie. Le registre Algérie, d'ailleurs, ça s'intitule Algérie, mon amour. Parce qu'il y a Algérie, mon amour, et Palestine, justement, fait Palestine pour toujours. J'ai fait, vous savez, je vais vous dire une chose, quand j'étais adolescent, pendant aussi, vous savez, mon territoire, où je pense le territoire de beaucoup de jeunes de l'époque, d'adolescents, ça partait de Harrach, Maison Carrée, ça se termine à la Pointe Pescat. Pointe Pescat. Ça c'est Alger. Donc, oui, on parle de territoire algérois. C'est-à-dire on ne connaissait pas ce qui se passait, ni au-delà de Harrach, ni au-delà de... Donc c'était vraiment, on était enfermé dans ce territoire. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'avait pas les moyens. Deuxièmement, on n'avait pas cette facilité de voyager, etc. Donc pour vous dire ça, mon premier voyage, sachez-le, c'est en 1963. C'est mon premier volontariat en tant que jeune lycéen pour alphabétiser les gens du Sud, les ouvriers agricoles, etc. Ceci, c'était mon premier voyage, immense. Et pourtant, l'exil vous habite, même dans cet ouvrage. Oui. Aziz, quand vous parlez d'exil, vous dites retour d'exil, de l'exil et de l'errance, de l'isolement et de l'ignorance, des camps sombres de l'existence, nous retournerons sur nos terres, terres anéanties par la haine, la violence, la domination et la force. L'écriture aujourd'hui, ou les littératures, à travers l'organisation de ce dernier salon international du livre, vous ont-elles réellement permis aujourd'hui d'apaiser toutes les souffrances de l'enfant que vous avez été ? Oui, c'est apaiser, mais aussi, je dirais, donner une ouverture. Parce que quand je parlais de ce voyage limité, c'est après, par la suite, j'ai quand même, j'allais dire, vadrouillé en Algérie. J'étais dans les Aurès, Soukharas, Tembessa. C'est ce qu'on retrouve également dans cet ouvrage. Hein. Donc, oui, bien sûr. La Kabylie, bien sûr. L'Ouest, Tlemcen, enfin tout, Blida, etc. Ça, d'abord, la première question... Quand je me suis dans le sud aussi, à Rodaya, Biskra et tout, quand j'ai vu cette Algérie dans son immensité, immensité avec des contrastes extraordinaires de beauté, et des contrastes aussi, une richesse culturelle vraiment
incroyable. Et je me suis posé la question. Vous savez quelle question je me suis posée? La question que je me suis posée, j'ai dit, comment nos moudjahidines, nos combattants, ont pu occuper cet espace pour pouvoir, disons, faire face à une armée, comment dirais-je, française, avec, comme vous avez tous les moyens de guerre. Je vous assure, c'était pas possible. Ça veut dire comment ils ont pu finalement tenir, comment ils ont pu résister, comment ils ont pu s'organiser dans les... C'est incroyable. Ça, c'est la première chose, vraiment. La deuxième chose, c'est la culture. Tout à l'heure, justement, comment la richesse immatérielle. Cette richesse immatérielle, elle est incommensurable. Vous allez à Sokalas, vous avez sous l'olivier de Saint-Augustin, vous allez à Tébessa avec toute sa muraille, vous allez, comment dirais-je, à Timgad, vous avez les Roufi. Nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez une beauté magnifique et des sédiments d'histoire qui sont, comment dirais-je, empilés, engrangés. Et là, je reviens à la Casbah, qui ne sont pas mis en relief. Quand vous voyez le tombeau des Aguelides Amazir, quand vous voyez le tombeau de Massinissa, et quand vous allez de l'autre côté, j'étais à Hunayn, j'étais aussi à Tlemcen, je connais tout ça, mais c'est un monde. Vous me renvoyez... L'Algérie est un monde de beauté. Et vous me renvoyez vers mes premières interviews de petit animateur que j'étais dans les années 90, lorsque j'avais interviewé Assia Djebar à la radio. Et Allah qu'elle repose en paix. Elle me disait une chose à la fin de l'interview. Vous savez quoi? Elle m'a dit, nos corps sont en exil, mais nos linceuls sont en Algérie. Et vous dites libéré à la 129e page, un résistant palestinien qualifié de terroriste enfermé dans une prison de haute sécurité en Israël, libéré. Oui, je suis un résistant palestinien, un fellaga comme un Algérien, détenu pour terrorisme dans une geôle de haute sécurité. Comme otage, je serai libéré après tant d'années de terreur et de misère, d'humiliation et d'isolement, sans air, ni eau, ni lumière, isolé de tout, du ciel, du soleil, de la lune, des étoiles et des êtres chers, du soutien populaire et des chants des partisans. Et ça s'appelle « Sur les chemins de mes amours ». Un grand merci à Aziz Tiberkent d'avoir fait une halte sur le plateau de Culture Club pour cet autre vol de nuit. Et j'aimerais bien, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes avant la fin de l'émission, Rachid Delzaghi, cette mémoire, encore une fois tourmentée certainement, qui vous habite à travers ce qui s'est passé un 17 octobre. Ce poème que je vais déclamer, il m'a été inspiré par un ami qui vit à Paris, qui est psychologue clinicien, qui est prof d'université. On discutait au mois d'octobre. Un certain Etaoudia, j'ai entendu dire. Oui, Malika Etaoudia, que je salue, et qui est le fils de Lounissa Etaoudia. On parlait du 17 octobre, etc. Il m'a dit, je n'ai pas tellement vu d'écrits, de poèmes, de chansons sur... Bon, c'est resté comme ça. Une semaine après, je me réveille le matin très tôt, parce que généralement j'écris toujours au petit matin. La muse vous taquine aux aurores. Donc elle a tapé à la porte de mon esprit, et mon cœur a réagi avec une plume, un poème. Alors le poème est intitulé Thisses نطلن تثاثوث ثيل اللين اور ثموث ثوفر يلاس يسرقموت. Je vais traduire pour Karim. Alors vous me disiez sur un autre plateau, ne me demandez pas de traduire la langue nationale. Oui, oui, effectivement. Alors, le courage enterre l'oubli. La liberté renaît et réagit. Octobre murmure toujours et sévit. Allah يروح يهجر ذقير زقرغ البحار كشمغ بارين بلا شوار عداغ نيق الصوار وفي غم كان يغزر لاساني بن العار مقلغر ومان يرسن ظهرني دوذ ماون شعشعن النور زيريو نوداغ فاطمة بالدار هذا فغا قراب اسمه قار ذكي غزر نسان دني
برضو. يعددي ثرم الفنار، يعددي ثرم الفنار يبويد يدس الخضار يناد بركة كنادية. تفرار فاطمة سلقدار، تفرار فاطمة سلقدار، تخلال فلاسة نهضار، السان اسميش ثيل الليل. فغندي مذان سلامان، الخلاثير قزني قردان، ركضان دي تقضي عدان. وهمني غالن اللمان، وهمني غالن اللمان، بابون يزقليث النيشان، يحصل يغلي ذي الميزان. وزلني ذم يصفان، وزلني ضم يصفان، يموت شحال ذمذان، أمشار نتسو تاقيو. أم النوغ ماشي يحبس، أم النوغ ماشي يحبس، ثبد ثيذت الصغرس، أم زروي يورس ثيمس. يغالو زاقلو يكس، يغالو زاقلو يكس، العلم يولي ذي مغرس، أعذاوا يريس يكرس. أدي يسواس هذي يخلص، أدي يسواس هذي يخلص، ذي الشرع هذي بد وحدس، نسعى لصان ذا نقي، نسعى لصان ذا نقي، تيساس نطلن تثاثوت، ثيل اللي غور ثموت، توبر يلاس يسرق موت، توبر يلاس يسرق موت. Et ici, on voit les Algériens. C'est encore écrit en bord de scène. Moi, j'ai compris quelques passages où il disait qu'il y a... Mais ne lui demandez surtout pas de traduire. Non, c'est notre langue. Exactement. Quelques vaguelettes qui reflétaient les visages des voyés. C'est un peu ça, non? Et j'ai fait un voyage de nuit. J'ai fait un voyage de nuit, donc dans un rêve de nuit. J'ai été à Paris. Et j'ai cherché la scène parce que je ne connais pas Paris, jamais été. J'ai compris. J'ai jamais été à Paris, donc j'ai découvert la Seine. Et quand j'ai regardé, parce que généralement à la Seine, l'eau elle est calme, c'est pas comme dans un océan. J'ai vu des visages jaillir ou rejaillir. Voilà. Avec la lumière de la lune, donc en beauté avec la lumière de la lune. J'ai commencé à chercher Fatima Beddar. Fatima Beddar, c'est cette jeune fille qui de Prodanière ou de Monterre qui a été noyée. Avec son cartable. Voilà. Je cherchais Fatima Beddar pour retrouver au moins son cartable du côté du canal de Saint-Denis. Et il y a une étoile qui est passée me disant c'est pas la peine de chercher Fatima Beddar. Fatima Beddar, elle a été honorée. Parce qu'elle a été ramenée en Algérie, elle a été ramenée, et elle ne s'appelle plus Fatima, elle s'appelle Liberté. Eh bien justement, deux auteurs en dialogue ce soir, moins de 2 minutes avant la fin de l'émission. On aimerait vous entendre, Aziz Tidinguet, sur les chemins de mes amours. Je le rappelle, Algérie mon amour, Force Palestine pour toujours. Voilà. Moi, je vais vous déclamer un poème sur la Palestine. Ô Gaza, my deep silent. Ô Gaza, mon profond silence. Ô Gaza, my deep silent. A dark flower, une fleur noire, a poussé sous les décombres. Oh my love, oh mon amour, mon corps en cendres n'a pu la sentir, n'a pu l'accueillir, ni l'offrir cette fleur calcinée par les semeurs de la mort. Oh my love, mon amour, my dark flower, ma fleur noire, mon corps en fumier, cendre fertile, a vu naître sur ma tombe une rose rouge sang, belle et rebelle. Je te l'offrirai, my love, mon amour. Je l'appellerai Palestine. Je l'annoncerai à toute l'humanité, sans haine, avec fierté, avec paix, avec mon chant populaire, avec poésie et mon amour. Vous savez quoi? Plus je vous écoute, plus cette image, votre voix, le ton de votre voix me renvoie vers celle de Jamal Amrani. Après les engouements de Jamal Amrani, ce sont les engouements de Aziz Tidinguet, je le rappelle, sur les chemins de mes amours. C'était également présent, c'était cet ouvrage, ce recueil était présent au Salon international du livre. On voulait rajouter un dernier mot, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Remercier l'éditrice... comment ça s'appelle les éditions Kalima. L'édition Kalima qui m'a
qui m'a vraiment très très bien accueilli, chaleureusement et tout. Et le dernier mot, bon, je rends hommage au martyr Gazaoui, parce que derrière moi, on m'a posé la question, Khalili, tu es trop hamassiste, tu es trop gaza. Je dis oui, pourquoi? Parce que dans le temps, vous nous appelez les Fellaga, les Fellous, les Bugnoul, et nous, on était... C'est pour ça que je parlais de résonance entre tout ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui encore. On était des parce que l'histoire du moins, continue à s'écrire avec une grande H. Ouais. Voilà cette musique de nuit qui nous annonce déjà la fin de l'aventure du mois de ce Golden Nous étions des terroristes, vous nous avez pris des terroristes, mais nous étions des résistants. Oui. C'est ça l'image de Hamas. Mais c'est pour ça que quand j'ai écrit le Libéré, le Palestinien, je l'ai appelé Fellaga. Vous savez quoi? Eh bien, tous les intranquilles, tous les agitateurs, tous les acteurs de la scène du débat vous fixent rendez-vous chaque dimanche soir sur Canal Algérie, bien sûr, sur le plateau de Culture Club où les esprits sont rarement sereins. Alors, si vous avez manqué cette émission, séance de rattrapage le jeudi matin autour de 11h. Et pour cet autre vol de nuit, nous recevions donc Nedjib Laraba, l'oiseau jaune, à travers cette trilogie de Tayara Safara, mais également sauver le capitaine Michou et ce que la guerre a fait de nous. Un grand merci Nedjib Laraba. Amina, c'est moi qui vous remercie. Un plaisir de partager tout cela avec vous. Merci Amina Lohal d'avoir partagé, d'avoir aujourd'hui invité l'esprit et les écrits de Nourdine Lohal sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir permis un plaisir. De parler de ce dernier ouvrage. Comme la Kasbah d'Alger, ma bataille. Et comme la plume de mon père qui continue. Merci beaucoup encore une fois Rachid Rezagui. Dire pour commencer et finir, mais bon, en finir avec la poésie, c'est pratiquement mission impossible. Bien sûr, parce qu'il y a toujours une transmission à travers la mémoire. Exactement ça, et nous en avons fait notre cheval de bataille sans démagogie aucune. Un grand merci à Aziz Tibengert, je le rappelle à travers votre ouvrage, sur les chemins de mes amours, Algérie mon amour, Free Palestine pour toujours. Merci madame, merci messieurs, merci à vous. À la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures sur les ondes voyageuses de Canal Algérie. Inch'Allah, la Kasbah d'Alger, ça sera notre bataille, c'est pas ça ma bataille. C'est notre bataille. Ça sera notre bataille. Moi, je vais essayer par tous les moyens de vrai. Bon, on reste de m'approcher. Ça passe. Alors, ça passe ce dimanche à 21h et elle est rediffusée le jeudi matin à 11h.